Docteur Lee, bonjour. Bonjour Lika. Vous avez signé dans Ce n'est plus un article COVID-19, le salut peut-il venir des communautés? Avant de répondre à cette question, nous aimerions avoir votre avis sur une situation. D'après les autorités sanitaires, les hôpitaux seraient presque saturés et elles sont en train de chercher des solutions alternatives. Que pensez-vous de cette situation? Il me semble qu'ils ont manqué un peu de proactivité, à savoir que, bon, depuis le début, c'est vrai que l'épidémie ne progresse pas à un rythme très rapide, mais quand même, elle progresse lentement mais sûrement. Donc, ils savaient très bien qu'au rythme où l'épidémie progressait, tôt ou tard, il y aurait une pénurie en lits. Et donc, je m'étonne qu'ils aient choisi d'hospitaliser dans de grands hôpitaux nationaux des cas qui, quelquefois, étaient des sujets jeunes, qui étaient asymptomatiques. Donc, c'était un peu du luxe que de mettre ce genre de patients dans un grand hôpital national, ouais. Alors qu'on a toute une pyramide sanitaire où il y a beaucoup de possibilités donc, de prendre en charge des patients. Que vous inspire également la lecture des statistiques de la COVID-19 qui montre depuis quelques semaines un taux de positivité stable autour de 10%. On a toujours demandé depuis le début qu'il y ait plus de dépistage parce qu'on avait l'impression que les chiffres officiels annoncés tous les matins au niveau du ministère étaient un peu en décalage avec la réalité. Ah oui. Et au fur et à mesure qu'on avance, la vie nous donne raison, à savoir qu'on remarque un taux de positivité effectivement autour de 10%, quelquefois un peu moins. Et maintenant des cas communautaires, donc par essence, sans aucun lien épidémiologique, et qui sont susceptibles d'avoir contaminé d'autres personnes. Et aussi, maintenant, ce qu'on peut désigner sous le vocable de mort communautaire, à savoir des gens qui meurent à domicile. Et c'est après coup, quand on fait donc le test, qu'on se rend compte que c'était quelqu'un qui avait la COVID-19. Donc, on demande à ce que des stratégies plus intelligentes où on va cibler des clusters bien définis, où on fera un dépistage plus massif pour pouvoir avoir une véritable vision de la réalité, d'autant plus qu'on doit aussi évaluer les mesures qu'on est en train de prendre. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des mesures d'assouplissement, il y a eu des gens qui ont demandé à ce que les mosquées soient ouvertes, et dans d'autres pays, on voit qu'à chaque fois, les gens évaluent avant de prendre ce genre de décision, ou une fois qu'ils les ont prises, ils évoluent pour voir s'il n'y a pas eu d'incidence négative. Donc, on ne peut pas continuer à fonctionner sans avoir un reflet donc, de la réalité qui nous montre est-ce qu'on est en train de prendre les bonnes ou les mauvaises décisions. Alors, comment vous voyez justement le dispositif communautaire de prise en charge de la COVID-19? Donc, c'est notre courte expérience d'Ebola en 2014-2015 qui, dès le départ, nous a orientés vers cet aspect communautaire, à savoir que, quel que soit maintenant le danger qui émane de Ebola ou bien de la COVID-19, c'est des affections tellement contagieuses et tellement qui génèrent quelquefois des formes graves qui demandent une prise en charge assez lourde. Donc, la meilleure façon, c'est toujours d'impliquer les communautés. Et il y a aussi des implications socio-anthropologiques. On commence à le voir avec les sépultures, les gens qui ne veulent pas que les morts soient enterrés, ils ne veulent pas qu'on ouvre des centres de traitement dans leur localité. Il y en a même qui font le déni. Dans le déni, ils refusent de reconnaître la maladie. Donc, tout ça montre qu'il y a des implications socio-anthropologiques. Et aussi, la caractéristique de la COVID-19, c'est qu'il y a presque 80 à 85% des gens qui sont asymptomatiques. Donc, le seul danger, c'est justement cette propagation. Je pense qu'on a eu peut-être trop peur. On a mis au devant le risque de contagion en mettant un peu derrière la gravité de la maladie. Pour la grande majorité des patients, il n'y a pas de risque vital, mais c'est seulement la contagion. Maintenant, avec les gestes barrières, les mesures barrières, on arrive quand même à minorer ce risque de contagion. Et les acteurs communautaires aussi, qu'on mobilise pour aller dans les domiciles, on doit les protéger. Docteur Lee, quelle place accordez-vous à ce suivi extra-hospitalier? Pour moi, le suivi extra-hospitalier traduit toujours cet hospitalocentrisme, trahit un peu justement cette gestion verticale, centralisée et trop technique. Parce qu'en fait, ils ont pris l'hôpital comme l'épicentre
de la prise en charge de l'épidémie, alors que l'hôpital devrait être justement réservé aux formes graves en fin de parcours. Et c'est pourquoi nous préférons à ce terme de extra-hospitalier lui substituer ce terme de prise en charge communautaire où les cas contacts sont supervisés à domicile, les cas asymptomatiques ou ayant des symptômes légers peuvent être surveillés à la maison avec prise de température biquotidienne et monitoring des signes cliniques pour voir s'il n'y a pas de signes de pneumonie ou bien s'il n'y a pas de comorbidité, si la comorbidité est stable ou non. Le cas échéant, le médecin de district pourra prendre la décision de l'hospitaliser. Merci beaucoup, Dr Mohamed Ly.